Radio Africa. Radio Africapt. Radio Africapt. La web radio du Festival des cinémas d'Afrique. Cinéma d'Afrique du pays d'Apt. Par l'équipe journaliste reporter du lycée. Panafricanisme. Camera one next, please. I want beautiful things. Round young virgin mother and... If you don't stop singing that song, I'll come out there and strangle you. Oh yeah, shake body. Oh yeah, move body. Bonsoir à tous, chers auditeurs. Vous écoutez la dernière émission de Radio Africapt. Et oui, nous arrivons au terme de cette semaine de festival. Ce soir, je présente en compagnie de Loélia. Bonsoir Loélia. Bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde. Au programme ce soir, un reportage effectué lors de la projection famille de court-métrage à Saint-Michel, ainsi qu'une interview du réalisateur du film documentaire Kemtiou Sheranta Diop. Mais de suite, laissons la place à Ilan qui interviewe Nathalie Nambo, la réalisatrice de Brûle la mer. Bonsoir Nathalie Nambo, vous êtes donc la réalisatrice du film documentaire Brûle la mer que vous présentez cette année sur le festival. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? De mon parcours. Déjà, je ne suis pas la seule réalisatrice de ce film, on est deux en fait. Il y a Maki Berchache qui a fait le film avec moi. Et alors mon parcours dans le cinéma, il est assez récent. En fait, j'ai juste fait un autre film avant celui-là qui s'appelle Amis entendus, que j'ai fait en Russie. Et en fait, pendant 20 ans, j'ai fait plutôt du théâtre. Et je travaillais plutôt comme actrice au théâtre. En fait, voilà. Et quand cette dernière histoire du théâtre, j'étais en train de travailler à Moscou. Et puis, j'ai eu envie de sortir de la boîte noire et puis d'aller voir le monde un peu autrement. Et voilà. Donc, le travail de co-réalisation, avec Maki Berchache, ça s'est bien passé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé, tout simplement ? Alors voilà, j'ai reprécisé qu'on avait fait le film avec Maki. Je ne sais pas si on peut parler de co-réalisation ou de co-fabrication ou de famille, en fait, où les rôles sont un peu dispersés, en fait. On écrit ensemble, on parle ensemble. C'est mon ami Nicolas qui était à la caméra 16 mm. Donc, Maki n'a pas souhaité qu'il y ait d'autres personnes dans le processus du film que nous deux et lui. Et donc, c'est un travail de partage où on regarde ensemble dans le cadre. Alors, quand Maki est dans l'image, c'est plus compliqué parce que moi, je fais le son et tout. Mais c'est plutôt comment on casse justement ces rôles de qui réalise, mais on essaie d'être ensemble sur une fabrique commune et de constituer ce récit ensemble. Voilà. Une petite famille, donc. On peut dire comme ça. Une petite, ouais. Et comment avez-vous rencontré Maki Berchache ? Maki, je l'ai rencontré dans la rue, comme on dit, mais dans la rue avec beaucoup d'autres. En fait, c'était pas Maki tout seul, c'était Maki et 500 autres personnes, jeunes Tunisiens, qui avaient pris la mer, pour la plupart, après la chute de Ben Ali en 2011, vers Lampedusa, dans un élan un peu de liberté, parce que la police était partie, les gardes-frontières étaient partis, et voilà, pour certains, ils ont pris cette occasion de se dire, c'est peut-être la fois où on pourra sortir du pays. Voilà, et que ça faisait 23 ans, Maki le dit dans le film, il a 24 ans quand on fait le film, qui vivait sous une dictature, avec une chose très... Voilà, avec cette impossibilité aussi de sortir. Et donc, quand je l'ai rencontré,
Voilà, ils dormaient dehors, en fait. Tous ces jeunes Tunisiens, ils étaient à la rue, très mal accueillis, pas accueillis du tout, et puis un peu perdus, en fait. Et avec d'autres personnes d'un collectif, on a ouvert les portes d'un lieu qui était tout près de l'endroit où ils se tenaient, à Porte de la Villette à Paris. Et voilà, on a fait un premier geste d'ouverture, ouvrir une première porte pour accueillir. Et puis il y en a 70 la première nuit, puis 100. Puis après, on a occupé des bâtiments dans Paris pour essayer de trouver des solutions collectives pour eux, pour la question des papiers, voilà, dans une lutte. C'est comme ça que j'ai rencontré Maki. Et donc, pourquoi vous avez choisi de raconter le parcours de Maki Berchache et pas d'une autre personne En fait, c'est pas vraiment un sujet, Maki, dans le sens où c'est pas, on est devenus amis après cette expérience de lutte. Il se trouve que Maki, un des soirs où il y a eu une expulsion d'un bâtiment, je te raconte une petite anecdote, mais il s'est évanoui, en fait. Donc il a perdu connaissance et j'ai été la personne qui l'a accompagné à l'hôpital, dans le camion des pompiers. Et dans le camion des pompiers, il y avait un grand pompier blond qui était là, très fort. Et il me demandait, mais qu'est-ce qu'il fait là et tout ça. Je lui dis, je lui raconte, c'est les jeunes Tunisiens qui sont arrivés. Et il me dit, et il me disait, il y avait Maki qui était là dans les vapes, et il me disait, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Pourquoi ils sont venus en France? Pourquoi ils rentrent pas chez eux? Qu'est-ce qu'ils font là? Et tout un discours comme ça. Et en fait, voilà, je sais pas, il y a une chose qui s'est passée là pour moi, et je le voyais lui, moitié, enfin il n'était pas mort, mais inconscient, et avec le camion qui faisait oui, et lui qui me disait, mais il a qu'à rentrer chez lui. Et je sais pas, je me suis dit, lui, je sais pas, je le protégerai, ce sera mon fils, je sais pas, tu vois. Donc après, on est devenus amis, et puis moi aussi, j'étais dans une période un peu d'errance où je savais pas si je ferais un deuxième film. Et je lui ai proposé, tu vois, peut-être 8 mois après, d'essayer d'écrire quelque chose depuis son histoire, peut-être. Voilà. Et puis après, on a élargi à ses amis, voilà, pour essayer de composer une histoire qui soit pas que la sienne, mais une histoire commune. D'accord. Et donc c'est lui qui vous a amené à utiliser d'autres personnes, ou c'est devenu naturellement en parlant? Non, lui, il les tenait beaucoup. C'était un petit peu compliqué, la composition, parce qu'on se disait partir de Maki, et moi je sentais qu'il fallait qu'il y ait un attachement aussi à une personne pour notamment pouvoir s'attacher à pas seulement ce qu'il vivait en France, mais quelle avait été sa vie avant, ou quelle était sa vie, c'est-à-dire donner à voir un peu en perspective qu'est-ce qui, pas simplement l'ici ou la personne sans papier, mais qu'est-ce qu'il faisait avant, et puis travailler dans les hôtels avec les touristes, à accueillir les Européens, c'était quelque chose que je trouvais intéressant. Puis sa famille était rentrée chez moi par Skype, tu vois. Bon, donc il y avait un peu tout ça, et lui, il a effectivement tenu à ce qui est ses autres amis, notamment cet ami palestinien qui est le premier qui l'a invité sur le film. Et du coup, on a essayé à chaque fois d'inventer qu'est-ce qui, par rapport à l'histoire, à son récit qu'on avait déjà un peu constitué, pourrait apporter une pierre nouvelle. On a pensé ce film comme une maison. Essayer de bâtir une maison. Pour Maki, c'était concret de penser comme ça. C'est-à-dire, on fait une pierre. On n'était pas sûr que ce soit très solide. Ça ne l'est pas toujours, je crois. Mais c'est la maison qu'on a faite. Je voudrais vous faire écouter un passage que j'ai trouvé important dans ce film. Donc, on va vous le faire écouter. Les fiches de paie, les factures d'électricité, les photos d'enfants, d'amoureuses, d'amoureux, réels, fictifs, les actes de naissance, le récépissé d'enregistrement de la déclaration conjointe des partenaires du PACS, les avis d'imposition, la trace des visites à l'hôpital,
des inscriptions à la bibliothèque du quartier, à l'école, des passages à la mairie, des actes délivrés par le tribunal, des contrats d'assurance et aussi les justificatifs de ressources, les contrats de travail, les certificats, les promesses d'embauche, les attestations d'amis qui vous trouvent courageux, magnifiques dans vos recherches d'emploi, dans votre capacité à pratiquer la langue, à communiquer, des cousins, des sœurs, des proches, qui disent que vous êtes très adapté, adaptable, aimable, prêt à être intégré, prête pour la France. Et puis encore, des relevés de comptes communs, de mouvements de comptes, des diplômes d'ici, des diplômes traduits, certifiés conformes, des preuves de compétences, un bail d'habitation, la taxe d'habitation, l'avenant au contrat, des lettres d'amour, des photos de mariage, des quittances de loyer non manuscrites, chaque mois, chaque année, des billets de voyage commun en France, des photos de vacances, des lettres d'employeurs qui vous disent bon travailleur, fiable, agréable, des factures de téléphone fixe, de téléphone portable, de changement d'opérateur, des factures internet, de gaz, de l'eau, une inscription à la piscine municipale, au centre aéré, des cartes postales reçues à votre adresse d'amis qui se déplacent sans visa. Donc cet extrait, je le trouvais fort parce qu'il raconte l'oppression qu'on peut ressentir quand on arrive et qu'on a besoin de tous ces papiers qui nous fait travailler, parce que sinon, quelque part, on n'est personne. Et je voudrais vous demander, la première personne qui vient, qui fait le voyage avec Maki, parce que quand commence le film, c'est pas Maki qui parle directement, c'est quelqu'un qui l'accompagne. Et cette personne, elle va connaître une déception en arrivant. Et donc, lors de son arrivée en France, c'est un désenchantement total. Et j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi de montrer cette facette. Ça, c'est un choix de Maki, que moi j'ai accompagné pour le coup. Il est revenu tout seul à un moment dans le film. On voit qu'il rentre chez lui. Ça, c'était au mois de juin, son premier retour. Il était revenu la même année au mois d'octobre, tout seul. Il avait pris l'enregistreur et puis une caméra Super 8 et voilà. Et on s'était dit que c'était bien que lui s'émancipe aussi de notre présence et qu'il aille compléter des éléments du film. Et du coup, il a fait cet entretien avec son amie Chardine, qui habite vraiment la porte à côté de sa maison, quoi. C'est vraiment l'autre côté de la route, du chemin, en fait. Et Chardine, voilà, il l'a interviewé à l'endroit Petit Port d'où ils sont partis ensemble sur le bateau, où ils étaient 30-40 personnes sur ce bateau. Et Chardine, voilà, dans un temps très court, comme ça, très concentré, en 13 minutes, et c'était pour Chardine, c'était 2 ans et demi après. Et il lui a raconté très précisément comme ça tout le trajet. Voilà. Maki l'interrompt juste une fois quand il parle. Il dit « J'ai détesté la France ». Il lui dit « Pourquoi tu l'as détesté ?» Et c'est la seule interruption, en fait. Et Chardine, on a coupé juste quelques petits passages de son retour, mais c'est presque l'intégralité du témoignage. Ce qui fait qu'on est passé d'un court-métrage à un long-métrage. On avait eu de l'argent pour faire un court-métrage. Et voilà, il y avait ces 10 minutes qui devaient être là. Donc, ça a grandi comme ça. Et pour lui, c'était très important qu'il y ait quelqu'un qui témoigne de la violence et aussi de la décision. Il avait 18 ans, mais très clair de ça, j'en veux pas, quoi. De ça, j'en veux pas. Ce qui n'a pas été le choix de Maki. Maki, lui, a décidé de rester. Mais ça lui semblait très important qu'il y ait cette voie-là. Parce que beaucoup sont rentrés. Beaucoup sont partis comme ça, mais beaucoup sont rentrés aussi. Donc c'est pareil, c'était l'histoire de Chardine qui était l'histoire de tous aussi, en fait. Voilà. D'accord. J'aimerais vous faire écouter un deuxième passage. Donc, pour vous mettre en situation, c'est Maki qui est interviewé, qui parle directement à la caméra. Donc je vais vous le laisser écouter. Il y a certains clients que j'ai amenés à la maison, qui venaient manger les couscous avec la famille. Certains que je connais très bien et qui me connaissent et qui m'appellent dès qu'ils arrivent en Tunisie pour que je leur fasse une petite promenade. Quand je suis arrivé ici, ces Français
c'est qu'ils m'avaient laissé leur adresse et téléphone. Je les ai appelés. Et quand je dis bonjour, c'est moi Maki, je suis à Paris. Est-ce qu'on peut boire un café? Eh bien, il m'est répondu. Ah, bonjour, excuse-moi, mais je suis occupé, j'ai pas le temps. Et il raccroche. Et si j'appelle une autre fois, les numéros sont dans le vide. Voilà, ça c'est première claque arrivée ici. Ici, j'ai pas de famille. Après, tu comprends petit à petit que les frontières, c'est pas seulement quand tu traverses les mers et les pays, mais aussi partout. Même dans les visages des fois. Et tu vois, c'est pas pareil d'être le jeune arabe tout gentil au pays de Ben Ali et qui sourit, qui t'aime bien et t'as pas peur parce que t'as confiance. Et quand t'as traversé la mer, t'as risqué ta vie juste pour respirer un peu d'air et de la liberté. Oui, on s'est jeté dans la mer avec toutes les raisons de partir, mais aussi presque sans raison. Il y a 1000 raisons. Et puis tu peux pas résister. C'est presque plus fort que nous. Pousser dehors, arracher des pays, il faut sortir. Il n'y a pas d'avenir. Donc on sent que l'écriture a une place importante dans ce film, surtout quand on écoute ce passage où c'est un beau travail, une belle partie. Il s'exprime très bien. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passé le travail d'écriture? Alors, on a procédé d'une façon un peu singulière, un peu inhabituelle, je crois. Peut-être dans le documentaire. Enfin, il y a plein de façons de procéder, mais bon, c'est comme ça qu'on a fait, puisque avec Maki, on avait déjà eu ces conversations, en fait. Je connaissais un peu son histoire, je connaissais les points. Donc, on a quand même, à partir du moment où on a décidé de faire le film, on a décidé d'enregistrer des conversations. Du coup, il venait chez moi, il parlait pendant 2 heures, et 1 heure, 2 heures des fois. Et puis après, je retranscrivais. Et à partir de là, on a choisi des passages. Du coup, là, dans le texte qu'il redit d'une certaine façon, il y a des passages, c'est exactement comme il l'a dit. D'autres qui sont un peu retravaillés, mais certaines phrases qui sont telles quelles. Et du coup, à partir de ça, on a recomposé un texte. Tu vois, comme si on avait fait un montage avec des images. Tu choisis les images ou tu fais une interview et tu vas découper dedans, en fait. Sauf que là, on n'avait pas l'image, on avait le texte et on n'est pas reparti. Moi, j'avais pas du tout l'intention de monter ces premiers entretiens, mais que ce soit comme un premier matériau de réflexion, quoi. Après, il s'avère que moi, je pensais que depuis ça, on réimproviserait peut-être et qu'on referait une trame. Mais en fait, ça n'a pas été possible. Et en fait, on est resté sur ce récit-là premier. Et Maki disait aussi, ça me va. Alors, ça crée une forme un peu particulière dont on n'était pas toujours content, ni lui ni moi d'ailleurs. Mais après, on s'est dit, c'est trop tard pour le refaire. Et que, voilà, on a plutôt affirmé qu'on avait fait ça ensemble et que c'était... et qu'il fallait l'affirmer plutôt que de dire ah ben oui, c'est pas bien. Du coup, c'est devenu une force et lui-même défend beaucoup d'avoir fait le travail comme ça. Voilà. Moi, moins des fois que lui, mais bon, voilà. Et après, ça a été différent avec ses amis. Des fois, c'est lui qui retraduisait en arabe. Il me retraduisait tout en arabe. Du coup, on retranscrivait, on se disait, tiens, pour la Palestine, comment on fait rentrer ça dans l'histoire de Tunisie? Qu'est-ce qu'il y a comme force commune, en fait? La terre, les arbres, tu vois, plein de choses comme ça. Et du coup, on se disait, tiens, par là, peut-être on peut construire quelque chose qui, dans notre film, sera pas suffisamment développé quand tu commences à parler de la Palestine, mais qui serait un point d'accroche. Qu'est-ce que c'est que ces 2 jeunes Arabes qui se rencontrent à Paris et qui parlent depuis quelque chose de très commun et qui importait beaucoup à Maki aussi, encore une fois. J'ai été le plus possible à l'écoute de ses envies et après, voilà, il devait être aussi à l'écoute de moi
moi, ce que j'étais en mesure de proposer. J'étais pas assez vive pour lui, je pense, dans sa façon d'être, mais on a composé ensemble. Et pourquoi avoir choisi, par exemple, ce passage, de le laisser en français, de ne pas garder la langue, de ne pas la laisser en arabe? Alors là, pareil, c'est moi qui dois répondre, comme il n'est pas là. Et j'aime bien qu'il soit là, parce que finalement, c'est lui, il parle de son expérience et il en parle précisément. Mais là, pour le coup, moi, je lui ai posé vraiment la question avant qu'on commence le film, même s'il y avait eu ces retranscriptions et tout. Et Maki a choisi de parler en français. Il dit je suis en France, et je pense que son récit, et notamment ce passage qu'on vient d'écouter, je pense qu'il avait envie qu'il soit entendu dans cette langue qu'il maîtrise bien aussi, parce que Maki n'a pas fait d'études, mais par contre il parle très bien le français, et il est très vif et très intelligent. Et du coup, je pense qu'il était aussi fier de parler cette langue-là et de la transmettre comme ça. Et pour terminer, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi brûle la mer? Alors, brûler en arabe, c'est le terme qui est utilisé pour nommer ces traversées qui se font illégalement pour rejoindre l'Europe. Ça peut être... c'est l'Europe en général. Et voilà, et comme en Tunisie, enfin lui il vient de Zarzis, d'un endroit où la mer est là tout le temps, c'est une famille de pêcheurs. L'endroit qu'il y a à brûler, c'est la mer, et il me parlait beaucoup de la mer. Et bon, je sais pas, il y a eu cette proposition à un moment, brûle, parce qu'on parlait du mur de la mer. Souvent dans les entretiens est revenu, même avec ses amis, cette chose du mur de la mer. Et voilà, peut-être une façon de faire disparaître la distance dans la mer, c'était de là qu'elle brûle. Et voilà, je pense que il y a quelque chose comme ça. Et après, Maki m'avait expliqué que brûler, c'était aussi le terme qu'on employait, par exemple, les mères dont le fils sont partis et qui souffrent. C'est cette brûlure à l'intérieur aussi. Donc il y a ce jeu aussi. Très bien. Merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Je vais laisser la parole à Mathieu. Merci. Oui, merci beaucoup. Donc merci à toi Ilan, et merci à vous Nathalie Nambo, qui est, je le rappelle, la co-réalisatrice de Brûle la mer. À présent, nous écoutons un reportage réalisé au quartier Saint-Michel par Mélanie et Naël lors d'une projection de court-métrage. C'est parti. Et voilà, on est arrivé à Saint-Michel. C'est un quartier où il y a beaucoup de public en fait, beaucoup de monde et beaucoup d'enfants. Voilà, avec l'affiche du festival, projection des courts-métrages ici, mardi 15 novembre à 18h. Moi j'appelle ça la colline. Ça fait que 5 ans que je suis à Apt. J'aime bien dire la colline parce que c'est vraiment ce que je ressens quand je suis ici, sur les hauteurs d'Apt. Ça fait un bien. J'adore. C'est pas des gens qui descendent forcément au centre-ville pour aller au cinéma, pour voir les projections. Donc nous, comme on a vraiment envie de partager ça avec le maximum de personnes possible, on vient à eux et on s'installe dans leurs locaux, là, donc dans cette ancienne école Jean Moulin, pour faire une projection gratuite où le service animation jeunesse invite tous les parents, tous les enfants à venir profiter de ces films et discuter avec un réalisateur. Je sais que le festival essaye de s'exporter dans les quartiers, dans les régions. Donc c'est pour ça, hier on a été à Beaulieu et aujourd'hui on est là. Les gens peuvent retrouver leur pays, le pays de leurs parents, de leurs grands-parents ou leur propre pays. L'Afrique c'est grand, hein. L'Afrique c'est aussi le Maghreb, le Machrek, c'est l'Afrique noire. C'est la première fois qu'il y a ici une projection, non? Ça fait plein de fois, toujours là. Ah ouais? Chaque année, il y en a. Tu vas voir la projection? Bah oui, je suis déjà venue faire la peinture.
Je sais qu'on est à Saint-Michel. Il va y avoir la projection de mon court-métrage. On est bien comme ça. Mehdi Barsaoui, Tunisie. Donc voilà, je suis venu présenter le film et assister au débat qui va suivre la projection. Alors bonsoir à tous, je suis très content d'être là. Je vois que la salle est nombreuse et ça me fait vraiment plaisir. Je vais un petit peu présenter le film. C'est une histoire de complicité entre un grand-père et son petit-fils. Et on en parlera tout à l'heure, on pourra en débattre avec grand plaisir. Donc, si vous avez des questions, après je serai là pour y répondre. Bonne projection. انت شكون؟ انا فارس ونجوى. انت عاد 3 اولاد عزيزي. نجوى وعادل وعمر. خلي عمر. Bon, alors le film vous a plu? Alors, est-ce qu'un enfant dans la salle a envie de nous expliquer, de nous raconter? Le monsieur, il faisait exprès d'être malade. L'enfant, il savait que son père était malade, mais pas sa mère, son grand-père. Et après, son fils, il a apporté des bébés. Et après le grand-père, il a mangé des chips en cachette. Il fait croire à sa famille qu'il a l'Alzheimer pour que on lui parle plus du passé. Merci à tous. Je garderai un souvenir mémorable des dates vu que je repars demain matin. Donc merci d'être venus et merci d'encourager le festival. Merci encore. Il y a Malika et la sorcière de Nabaloun Boureima, Ayava à la plage de Mariam Touzani. Moi, je parle arabe, français et un petit peu marocain. Pourquoi la sorcière veut manger les filles? Pourquoi la sorcière n'a pas d'amis? Elle est répugnante et très méchante. C'est le film africain avec les sorcières. Regardez, partager avec tout le monde. C'est bien, ça c'est ensemble tout le monde. C'est bien. Est-ce qu'il vous a plu? Pourquoi la petite fille, elle les a sauvés alors qu'ils étaient méchants avec la fille? La fille, c'est pas la madame qui faisait le ménage, c'était la fille. C'était Aya à la place de la madame. Alors, ils étaient heureux, moi aussi j'étais heureux. Le festival amène le cinéma dans différents quartiers de la ville d'Apt. Nous remercions donc Naël et Mélanie de nous avoir emmenés à la projection famille de court-métrage de Saint-Michel. Nous écoutons à présent l'interview de William Mbaye réalisée par moi-même, Ilan. Bonjour. Bonjour. Je vous présente William Mbaye qui vient présenter son film. Enchanté. Et discuter avec vous. Et donc je le laisse entrer dans la caravane des possibles. Voilà. Bonjour. Tout d'abord, bonsoir Ousmane William Mbaye. Vous êtes venu sur le festival pour présenter le film Kemti You, Cher Anta Diop. Kemti You, ça vient de Kemet. Kemet, c'est le pays noir. Et Kemti You, c'est les habitants du pays noir. Donc Kemti You, ça veut dire les noirs. En Égypte pharaonique, quand on leur demandait comment vous vous appelez, ils disaient Kemti You. C'est pour ça que j'ai choisi ce terme pour le titre du film.
Our guest is one of the leading anthropologists and Egyptologists in the world, Dr. Sheikh Anta Diop. Dr. Diop was born in Senegal, and at age 23 he went to Paris, France to continue advanced studies in physics. Dr. Diop, who is also a linguist, is director of the Radiocarbon Laboratory at the Fundamental Institute of Black Africa at the University of Dakar in Senegal. Que représente Cheikh Anta Diop pour vous et qu'est-ce qui vous a amené à faire un film sur lui 30 ans après sa mort? Yes, Cheikh Anta Diop, pour moi, est un illustre savant, un érudit, un grand intellectuel sénégalais, un homme politique intègre. Et parce que je travaille sur la mémoire, je fais des portraits de grandes personnalités sénégalaises. Et je me suis dit que pour l'anniversaire des 30 ans de sa disparition, ce serait bien de faire son portrait. Mais quand et comment avez-vous rencontré Cheikh Anta Diop ou ses thèses? Cheikh Anta Diop était un ami d'enfance de mon père. Et je suis un ami d'un de ses fils. Il a 4 fils et un de ses fils est mon ami d'enfance. Ces thèses, on a été bercé dans notre adolescence par l'essence de ces thèses sans en avoir le contenu. Toute notre jeunesse militante, on a entendu parler de Cheikh Anta sans le connaître réellement. Et c'est bien plus tard. C'est bien étant adulte que j'ai eu accès véritablement aux thèses de Cheikh Anta. Personnellement, avant de voir ce film, je ne connaissais pas le personnage de Cheikh Anta Diop. Et pendant ce film, j'ai découvert que c'était un grand homme. Il avait comme une importance dans son pays. Et donc, après l'avoir vu, j'ai essayé de me renseigner, savoir un peu qui connaissait. Et j'ai notamment posé une question, la question à ma prof d'histoire. Et elle n'a pas su vraiment me répondre sur Cheikh Anta Diop. Elle m'a dit qu'il était un philosophe, qu'il avait fait des thèses. Et je me demandais si vous aviez peut-être une idée pourquoi, par exemple en France, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Cheikh Anta. Oui, Cheikh Anta est inconnu en France, en Europe. Il est un peu connu dans certains pays africains où il est allé, au Cameroun, parce que Cheikh Anta est un génie qui très tôt a élaboré une théorie scientifique qui est que l'Égypte pharaonique et les Noirs nègres africains, que ce sont des Noirs, des Africains qui aujourd'hui sont sous-développés et dominés, qui ont créé cette grande civilisation dont l'humanité se réclame. J'ai établi des datations au C14 qui nous donnent un Sahara qui commence à se désertifier vers moins 7000, j'ai trouvé même des dates de moins 8000. Donc à partir de là, le Sahara se désertifie. Les populations qui étaient plus au nord sont montées vers l'Afrique du Nord. Et les Noirs qui sont en Afrique du Nord, ce ne sont pas seulement des Noirs qui sont allés là-bas du fait de l'esclavage du Moyen-Âge. Ils font partie aussi d'une souche très ancienne. Et les populations qui étaient plus au sud sont descendues. C'est les Proto-Vangara qui sont descendus vers le sud, d'autres sont allés vers l'est. Donc, il y a là une cause climatique de déplacement de peuples. Je vous ai dit que les déplacements se font à la petite semaine. Il y a 2400 ans, ce qu'on appelle la dernière période humide. Toute l'Afrique était couverte de prairies herbeuses. Donc, on pouvait se déplacer depuis la vallée du Nil jusqu'à l'océan Atlantique en marchant derrière des troupeaux. Cheikh Anta, il fait des recherches et il dit que, par exemple, que c'est Thalès qui est allé en Égypte, qui est resté des années pour apprendre la géométrie. Et que c'est Thalès qui est allé en Grèce apporter la géométrie qui était une théorie mathématique de l'Égypte pharaonique noire. Donc il fait des recherches qui prouvent que tout ce que la Grèce utilise comme technologie, tous les gens, les philosophes, les savants, les trucs sont passés à l'école pharaonique. D'où il dit la Grèce a été à l'école de l'Égypte pharaonique. C'est l'Égypte qui est la source de la connaissance. Donc il y a des Grecs qui l'ont eu et qui l'ont ramené en Grèce.
Donc, moi, je reste persuadé que la science, elle est pharaonique. Quand il dit que, je ne sais pas combien de temps avant Jésus-Christ, l'Afrique avait inventé l'écriture. Tu sais que dans le rapport de thèse de sa soutenance de 60, il est écrit en toutes lettres qu'il est hors de question, évidemment, que les thèses défendues par le doctorant fassent l'objet d'un enseignement dans nos colonies. C'est écrit en toutes lettres. À l'époque, l'université de Dakar, évidemment, était française. Et Senghor pensait que ces érudits-là, ceux qui ont formé le jury de Cheikh Anta, qu'on ne pouvait pas, en somme, les contredire. Il y a eu, comme disait l'autre, un écran de fumée pour empêcher la vulgarisation de cette idée. Donc, Cheikh Anta, on lui a donné, c'est un docteur physicien, on lui a donné une mention honorable, justement pour qu'il ne puisse pas enseigner à l'université. Donc, il n'a pas pu enseigner à l'université de Dakar parce que pour pouvoir enseigner, il faut avoir une mention très honorable. Donc, Cheikh Anta, et l'intérêt de faire ce film, c'est de dire quand même, 30 ans après sa disparition, c'est-à-dire 50 ans ou 60 ans après qu'il ait élaboré ses théories, ce serait injuste de l'enterrer une deuxième fois. Pour moi, aujourd'hui, justement, Cheikh Anta doit ressusciter. Et mon film Kemtiou, pour moi, n'a pour mission que de susciter d'autres œuvres sur Cheikh Anta. Que les jeunes prennent le relais et fassent des recherches, fassent des films, fassent des pièces de théâtre, et que les scientifiques continuent à faire des recherches, même pour le contredire, mais qu'il y ait un débat autour de ces découvertes et de ce personnage. Qu'on soit pour ou contre d'ailleurs, parce qu'à la limite, les professeurs pourraient dire on connaît Cheikh Anta, mais ces thèses ne nous intéressent pas, à la limite. Mais les gens ne le connaissent pas. Donc pour moi, c'est un travail qui a été bien orchestré et organisé. Ce n'est pas gratuit. Cheikh Anta, il est connu sans être connu. Parce que comme il a beaucoup milité dans des partis au Sénégal, qu'il en a créé beaucoup, parce qu'il était en conflit avec le régime politique de Senghor. Cheikh Anta Diop, Senghor, ce sont les deux visages du Sénégal. Et Cheikh Anta Diop a été une espèce de contre-pouvoir à lui tout seul, en pesant sur la conscience de Senghor. Cheikh Anta Diop le dérangeait certainement plus que les formations politiques marxistes. Le Sénégal, c'est le pays de Senghor, avec toutes ces élites francisées, francophiles, qui hurlent de rage dès qu'on parle de développer n'importe quelle langue nationale. Nos ancêtres, c'était les Gaulois, et puis notre mère patrie, c'était la France. On a continué avec cet enseignement jusqu'au moment où nous avons commencé à enseigner. Et aussi, nous, étant maîtres, nous avons enseigné cela à nos élèves. Quel message souhaitez-vous faire passer aux jeunes à travers ce film, ce documentaire? Le message, d'abord, c'est aux jeunes Africains. Le message, c'est qu'il faut étudier. Il faut que la jeunesse africaine ait accès à l'éducation et ait accès aux autres études. Comme il dit dans le film, à connaissance égale, la vérité triomphe. Armez-vous de science pour pouvoir affirmer
le résultat de vos recherches. Et pour moi, la solution de développement de l'Afrique passe par la jeunesse, mais par une jeunesse instruite. Si l'Afrique est si sous-développée jusqu'à présent, c'est parce qu'il y a eu un blocage au niveau de l'éducation. Le deuxième message, qui est beaucoup plus politique, c'est qu'il faut utiliser les langues nationales dans nos États. On ne peut pas développer un pays dans un pays où il n'y a que 15% qui parlent le français. La langue officielle, c'est le français. Et les autres, on en fait quoi? Le génie populaire. Rousseau disait que toute langue que le peuple parle et qui n'est pas sa langue est une langue servile. kon cheikh bi bayam di gañu ñent fon la am mama Samba ñibbi si ceytu cheikh jooy ci néeg yaayam mu ne kii ku ngeen ko tudde ñu ne Cheikh Anta Gaawaan mu ne tudde ngeen ko kuy jàngi nasaraan. La question linguistique pour l'État français est une question primordiale. On n'y touche pas. Là, mon unique projet, c'est de susciter un débat et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le débat en salle et le débat du lendemain du festival parce que ça m'a permis d'échanger. Parce que pour moi, c'est une question universelle, ce n'est pas une question raciale. Oui. C'est une question universelle, une question d'humanisme. Et qu'aujourd'hui, que les jeunes du monde entier doivent savoir que l'Égypte pharaonique est nègre, qu'ils doivent savoir que l'être humain, c'est le même. L'origine, tu vois, il est né en Afrique, mais qu'il soit jaune, blanc ou vert, c'est le même être humain. Un cheval polonais ou un cheval sud-africain ou un cheval, c'est un cheval. Oui. Voilà. Et Cheikh Anta a dit la nature ne crée pas deux fois la même espèce. On ne peut pas dire il y a des Africains qui sont nés là-bas et des Japonais qui sont nés là-bas. C'est pas vrai. C'est la même race humaine. Et c'est ça l'humanisme qu'on a voulu enlever. Maintenant, il y a des débordements. Aux États-Unis, il y a des afrocentristes qui exagèrent dans les... Mais Cheikh Anta ne s'est jamais réclamé d'afrocentrisme. Cheikh Anta, ce qui l'intéresse, c'est la vérité historique de l'origine de l'humanité. C'est un scientifique. Il n'a pas de sentiments, il n'a pas de race. C'est la vérité de la science qui l'intéresse. Et le message que je veux donner aux jeunes, c'est de s'armer de science pour que le monde évolue au bénéfice de tous. Très bien. Bah, merci beaucoup. Bien, je vous remercie. Merci vous êtes super fort. Merci beaucoup. En plus, c'est une belle caravane, hein, comme studio. On a essayé d'aménager, oui. Nous remercions Ousmane William Mbaye, le réalisateur de Kemtio Cheikh Anta Diop, comme vous avez pu l'entendre, de nous avoir accordé cette interview qui a été réalisée par Ilan et Tristan. Nous allons à présent changer d'ambiance. Afin de marquer notre dernière émission, nous avons décidé de vous faire une petite nouveauté et de vous faire entendre une musique donnant la pêche et le sourire à l'équipe, et j'espère à vous aussi, qui nous a également servi pour le générique. C'est donc une musique du groupe Case, Shake Body, extrait du film Nollywood 50 de Billy Bendel. Je vous laisse à présent la découvrir. JP's a production. Hey, hey, hey. It's okay. Hey, hey. Oh yeah, shake body. Oh yeah, move body. Make you ring alarm. Oh yeah, shake body. Them girls just they feel me now, cause I get some money, then they feel me now. Back then they do me anyhow. I don't get some money, they wanna get down. They want hold me for ransom, cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. They want know where I come from. I they run things from Lagos to London.
All the blessings and love I they see just they make me they shout hallelujah. Eh. I say all the blessings and love I they see just they make me they shout hallelujah. Eh. They hold me for ransom cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. They won't hold me for ransom cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. Oh yeah, shake body. Oh yeah, move body. Make you ring alarm. Oh yeah, shake body. Coupe décalé ma sagacité, équilibré, farotema, décalé, décalé, cricata, 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 pam pam. So munto, calopere, calopere, calopere. All the blessings and love I they see just they make me they shout hallelujah. Eh. I say all the blessings and love I they see just they make me they shout hallelujah. Eh. They hold me for ransom cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. They won't hold me for ransom cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. Oh yeah, shake body. Oh yeah, move body. Make you ring alarm. Oh yeah, shake body. Now designer wear now. I will take all the girls on the wear now. I'm the man of the year now. And my music they blow everywhere now. All the way from KD. The whole world now just to hear me. My haters just to fear me. And nobody feed double dare me. All the blessings and love I they see just they make me they shout hallelujah. Eh. I say all the blessings and love I they see just they make me they shout hallelujah. Eh. They hold me for ransom cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. They won't hold me for ransom cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. Oh yeah, shake body. Oh yeah, move body. Make you ring alarm. Oh yeah, shake body. Coupe décalema, décalema, cricata, cricata, parote, équilibré, 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 parote, oh yeah, shake body, oh yeah, move body, make you ring alarm, oh yeah, shake body. Après cette dose de bonne humeur de Scales, nous recevons Tahar Shiraoui, qui nous a accompagnés et formés toute l'année pour ce festival, pour discuter autour de 2 films que nous avons choisis. Je te laisse la parole, Tahar. Bonsoir Mathieu, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, on va essayer ensemble, de façon un peu, on va dire, informelle, de discuter de films que nous avons vus, que nous avons choisis ensemble. Un long métrage et un court métrage. Alors on va commencer par le long métrage. Ce sera Good Luck Algérie, que Mathieu, Ilan et Tristan ont vu. Naël aussi, tu l'as vu. On va en parler pendant 15-20 minutes, on ne va pas dépasser ça pour pouvoir ensuite discuter du court métrage. Le réalisateur est un Français. Il est d'origine algérienne, mais il est français. Et donc, il nous raconte l'histoire d'un jeune entrepreneur qui, avec son copain, sont dans la fabrication artisanale des skis. Leur entreprise est en difficulté. Il n'arrive pas à trouver l'argent pour combler le déficit. Il s'adresse à la banque elle est réticente, etc. Et du coup, le français, on va dire d'origine française, tout d'un coup, il a une idée. Et il lui dit, mais pourquoi tu te présentes pas aux Jeux Olympiques toi-même au nom de l'Algérie ? Alors son copain, il ne s'attendait pas du tout à cette proposition, totalement farfelue pour lui, parce que l'Algérie, c'est le pays de son père, mais bon, c'est pas un pays qui l'intéresse spécialement. Il est français, il cherchait une solution en France. Et puis petit à petit, il a commencé à se faire à l'idée quand il a organisé les organisateurs des Jeux Olympiques. Ils lui ont dit ah oui, bien sûr que l'Algérie, elle serait la bienvenue, etc. Il contacte comment on appelle ça, le club national, en Algérie. Il se rend sur place et il arrive à avoir de l'argent, beaucoup d'argent. Pour aider les Algériens à participer aux Jeux Olympiques. Lui, il pensait pouvoir
avoir cet argent-là, tout cet argent-là, sauf qu'il est confronté à des problèmes liés à cette société qu'il ne connaissait pas du tout, de bureaucratie, de corruption. Et puis, à l'occasion, évidemment, il retrouve la famille, enfin, ses cousins qu'il ne connaissait pas vraiment, donc il fait connaissance avec eux, et puis il engage une conversation avec son père à propos d'une partie de l'héritage. Et son père lui dit, bah, voilà, maintenant que tu viens en Algérie, c'est bien, moi je suis content que tu sois là. On va, voilà, tu vas t'occuper des arbres et tout. Il me dit, mais papa, moi les arbres, je sais pas, moi ça m'intéresse pas, planter des arbres, c'est pas un problème. Bref, donc il y a eu comme ça une espèce de discussion avec le père, jusqu'au moment où le papa finit par comprendre en fait ce que cherche son fils et vend sa part d'héritage. Et finalement donne l'argent à son fils qui retourne en France pour régler le problème de... Voilà, en gros, hein, on a un peu, pour nos auditeurs, rappelé, on va dire, l'essentiel de l'histoire. Et puis, on va essayer d'en parler un tout petit peu, parce que c'est un film qui a fait beaucoup de festivals, il a été très, très bien accueilli en Algérie, en France, enfin, il a été un peu partout. Probablement parce qu'il donne une idée de cette partie de la population française d'origine maghrébine qui n'est pas tout à fait commune, quoi, hein. C'est assez étrange. Alors, je rappelle que l'acteur, c'est un acteur connu en France, très important, d'origine maghrébine, qui s'appelle Sami Bouajila, aussi, qui joue le rôle du skieur, qui a dû faire plein de travail pour s'adapter à son rôle, parce que c'est pas facile. Voilà. Donc, nous, on va essayer de faire juste un tout petit tour de table, mais comme ça, pour essayer de recueillir un tout petit peu vos réactions, les toutes premières impressions. Ensuite, petit à petit, on va rentrer dans l'analyse du film. On commencera peut-être par Mathieu. Ouais. Allez. Moi, Good Luck Algeria, c'est un film que j'ai beaucoup aimé car il traite de plusieurs sujets qui sont sensibles. Comme tu as souligné, Tahar, au début, on parle de cette crise que ce personnage en fait subit dans son entreprise. Et puis ensuite, il y a cette volonté de vouloir s'en sortir, d'aller aux Jeux Olympiques et de s'entraîner dur pour ça. Et il y a plein de scènes d'entraînement avec des musiques géniales derrière. Et c'est vraiment un film fort qu'il faut... Oui, c'est vrai, tu fais bien de dire ça, parce que c'est un film très tonique, c'est un film où il y a beaucoup d'énergie, c'est un film aussi un peu où il y a beaucoup d'humour. Enfin, c'est un film narratif qui est... entraînant, quoi. C'est un film, tout à fait. Ouais. On reviendra là-dessus, hein, parce qu'il y a un choix comme ça de style, de mise en scène qui, on va dire, diffère un peu de ce à quoi nous sommes habitués quand il s'agit de cinéma comme ça, un peu difficile, etc. Naël, qu'est-ce que toi tu penses du film? Qu'est-ce que tu as retenu? Moi, j'ai vraiment aimé. Comme l'a dit Mathieu, voilà, ça souligne beaucoup d'aspects de la vie, comme aussi les problèmes conjugaux que peut avoir un couple par rapport aux problèmes que certaines personnes peuvent rencontrer. Voilà, nous rappelons que le personnage principal donc, a des problèmes d'argent. On va l'appeler Sam, hein, on reviendra après sur son prénom, parce qu'il ne s'appelle pas que Sam. Il est lui-même... je pense que tu faisais allusion à ça, en parlant de couple. Donc, il est marié. Il est marié. À une... franco-italienne. Voilà, donc lui-même, il est marié à une franco... Vous voyez que dans le scénario, la question de l'identité double, etc., elle se pose à plusieurs niveaux. On va revenir là-dessus. Donc voilà, il est marié. Et sa mère? Sa mère, à lui, est française. Voilà. Et donc son père est algérien. D'un couple mixte. Voilà, lui-même, il est marié à une... Voilà, donc il y a toute une série de... Oui. Et donc, à cause de ses problèmes d'argent, donc il doit beaucoup s'entraîner, donc rapporte plus d'argent à la maison. Et sa femme le vit pas très bien, en sachant qu'elle est enceinte aussi. C'est ça, très bien. Ouais. Elle est enceinte et elle va accoucher donc dans 4 mois dans l'histoire. Et... voilà, elle vit pas très bien le fait que son mari rentre tard à la maison. Il s'entraîne même la nuit et ça la perturbe un peu. Ah oui, c'est des scènes étranges comme ça. Elle ouvre la porte, il est dans sa chambre en train de faire des exercices. Ça peut... Ah ouais.
Voilà, elle a l'impression qu'il s'éloigne d'elle. Et lui en veut un peu par rapport à ça. Aussi, il y avait une histoire aussi avec sa fille qui donc se fait insulter à l'école. Et elle met toutes les histoires qui se passent dans la vie un peu sur le dos de son mari. Ouais, ça c'est au début. Et ça continue comme ça jusqu'à la fin? Je sais pas. Ouais. Et toi, Tristan? Moi, je trouve que je vais revenir un peu sur ce qu'a dit Mathieu Henel. La petite fille de ce couple qui se fait traiter de sale arabe à l'école. Ça, c'est une scène un peu dure du film qui va lancer vraiment le personnage principal, donc Sam, dans son désir de renouer avec son ancien pays. Parce que c'est ce qui va vraiment parce qu'il ne s'attendait pas à ça, quoi. C'est arrivé un peu d'un seul coup. Lui, il n'était pas du tout dans cette problématique, quoi. C'est ça. Il est en France, il vit ses problèmes un peu comme n'importe quel Français. Et tout d'un coup, il reçoit ça de façon... Ouais. Et ça va réveiller un peu une espèce de problème identitaire avec le pays de son père, du coup l'Algérie. Ouais. Et il va se sentir à ce moment-là presque obligé de participer sous les couleurs de l'Algérie, parce que c'est comme un défi pour lui. Oui. De prouver à son père qu'il peut faire quelque chose avec ce pays, notamment avec les scènes où on voit son père qui rameute ses amis tous avec des drapeaux de l'Algérie, tous en se disant oui, mon fils il est absolument fier de l'Algérie alors qu'il parle pas un mot d'arabe, qu'il a jamais mis, enfin la dernière fois qu'il a mis les pieds en Algérie c'était quand il avait 5 ans. Il y a beaucoup de scènes comme ça. Ouais. Donc ça soulève beaucoup le problème un peu identitaire. Oui. Il faut rappeler aussi, tu fais bien de le dire, que le réalisateur lui-même, il était dans la situation du personnage principal, c'est-à-dire que lui, il ne connaît pas l'arabe jusqu'à maintenant, il ne parle pas arabe, quoi. Il n'a pas... et que la question de l'identité, elle s'est posée à lui de façon comme ça, tout à fait inattendue. Ilan. Ouais, moi, ce qui m'a plu vraiment, c'était ce côté, justement, parce qu'il y a des générations aussi. La génération de son père, c'était vraiment rattaché au pays. Son père, il était paysan dans sa vie. Donc, il a un lien particulier avec la nature, tout ça. Et lui, il est plutôt citadin. Il a les habitudes à la française, un peu. Et donc, c'est vraiment deux mondes parallèles. Et puis, ils n'arrivent pas à se comprendre au début. Ils sont vraiment toujours... ils s'aiment, mais ils sont toujours dans la compréhension chacun. Exact, ouais. Et ça évolue dans le film, et après, après le fils comprend et le père comprend aussi. Oui, c'est une belle évolution. Très bien. C'est vraiment une histoire d'un père et d'un fils, quoi, qui, au départ, ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde, et qui, chemin faisant, confrontés tous les deux à ce problème, vont se retrouver. Parce qu'ils font chacun un trajet. Et ils finissent tous les deux par se retrouver. C'est aussi une question de génération. Alors, on va revenir. On est déjà dans le vif du sujet. Hein. Mais oui. Alors, moi, par contre, je propose, pour mettre un peu nos auditeurs dans le vif du sujet, je propose de faire écouter un petit extrait du film. Allons-y. سامر شو مطلب اللي عندك؟ سامر وش مطلب اللي عندك؟ خليه ولد عمي شو صار بيه؟ Mon père est algérien. Ouais. Donc toi aussi. Ouais. Sam, tu vas faire les Jeux Olympiques pour l'Algérie, en ski de fond. T'es le seul Algérien. Enfin, sur la neige, je veux dire. T'es sûr de te qualifier. Good luck, Algeria. Thank you. Good luck, Algérie. Je suis en faillite. La boîte est en train de couler. Il vit que pour ça. Pour devoir porter le drapeau de l'Algérie. Pour t'appeler monsieur le PDG. Tu peux plus reculer là, hein Sam. Putain, les Jeux Olympiques. L'objectif, c'est que tu arrives à faire moins d'1 heure aux 15 km. C'est là où c'est un peu chaud, mais ça va aller. Il va faire les Jeux Olympiques en ski de fond. Wouh! Ski de fond. Ski de fond. Ski. Oui. Ski. Excusez-moi de vous avoir fait venir, mais nous avons eu un petit souci avec Stella.
Elle a frappé un de ses camarades. C'est lui qui a commencé, il m'a traité de sale arabe. Ça commence à me fatiguer ton histoire. Aujourd'hui, nous suivons un athlète pas comme les autres, Samuel Zitouni. Samuel participe en amateur aux épreuves de ski nordique pour son pays, l'Algérie. Enfin, t'es quand même un Algérien un peu français. Hein. Sam, t'as réussi. Le ski, toujours le ski. T'es beau, papa. Oui, toi aussi t'es beau. Donc voilà, c'était un petit extrait pour rappeler un peu aux auditeurs le contexte du film. Le seul point pas vraiment abordé dans l'extrait qu'ils viennent d'écouter, c'est la question de la famille, qui est quand même très présente dans le film, avec les histoires des cousins qui veulent absolument séparer la parcelle du père de Sam en 3, parce que pour eux, là-bas, comme c'est dit dans le film, ce ne sont que des paysans. Ils veulent la partager en 3 parce que pour eux, qui n'utilise pas la terre ne possède pas la terre. Et ça montre la différence entre leur pays et le nôtre, parce que il y a un droit de la propriété un peu différent. C'est aussi visible au moment où il tombe sur des politiques un peu véreux qui lui soutirent 18 000 euros de sa bourse et qui lui disent que de toute façon il n'a rien à dire parce que sinon il ne participera pas au jeu, parce que c'est eux qui choisissent. C'est des choses qui, normalement, de manière logique, on pense que ça ne peut pas arriver en France, mais peut-être que le réalisateur a voulu montrer que ça peut arriver dans d'autres pays comme l'Algérie ou je sais pas. Oui. Personnellement, je pense que c'est pas une question de pays, c'est juste une question de mentalité. On voit bien que comme c'est des agriculteurs, ils ont envie un peu de cultiver la terre de l'oncle. C'est pas une question de pays, je pense que c'est plus une question de mentalité, de comment ils réfléchissent pour gagner plus de terrain. Pareil pour la fédération de ski, ils réfléchissent à gagner des sous, pas à faire participer l'Algérie au ski de fond au JO. Oui, enfin, c'est juste. Oui, c'est-à-dire que les problèmes en fait auxquels il est confronté lui en France, ce ne sont pas des problèmes liés à un bien matériel, ce sont des problèmes financiers. Il a un problème avec la banque, l'argent. Les problèmes auxquels il se trouve confronté en Algérie, ce sont des problèmes beaucoup plus matériels, beaucoup plus physiques, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de banquiers, mais il s'agit précisément d'agriculteurs. Donc, c'est vrai que la question de la terre, elle se pose de façon assez forte. En fait, en France, il a des problèmes. En Algérie, il y a aussi des problèmes. Sauf que le film, quand il avance, quand l'histoire avance, paradoxalement, c'est en allant en Algérie qu'il va presque à son insu, parce que ce n'était pas le chemin qu'il avait choisi au départ, qu'il va régler le problème qu'il vit en France. Donc, s'il y a à mon avis, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, s'il y a une morale qui se dégage de ce film, c'est que si on veut régler, en gros, hein, si on généralise, si on veut régler nos problèmes ici, il faudrait peut-être faire un détour. Voilà. Et à l'occasion de ce détour, évidemment, lui, il apprend énormément de choses. C'est-à-dire que ces deux cultures ne sont pas opposées l'une à l'autre. Elles sont liées. Elles sont... Oui. Elles sont même complémentaires. Et c'est curieux, oui. C'est vrai, c'est pas les mêmes problèmes en Algérie ou en France. Et en fait, il a besoin de ce problème en Algérie pour pouvoir régler ses problèmes en France, parce que donc ses oncles veulent les terres qu'il hérite, donc qu'il va hériter de son père, parce qu'il n'est pas encore mort. Et donc par la suite, il veut pas non plus, donc il veut pas cultiver les terres, mais il veut pas non plus léguer ou donner ses terres, ou même vendre ses terres à ses cousins. Parce que c'est les terres de la famille, c'est les terres de son père, et son père y tient et il le sait. Donc son père, pour pouvoir aider son fils à régler ses problèmes donc financiers en France, va vendre ses terres à ses cousins et récupérer l'argent. Et cet argent-là le donnera
donc à Sam, pour régler ses problèmes financiers en France. Ouais, tout à fait. Donc, voilà. Donc le père, lui aussi, parce que ça, on ne le voit pas vraiment dans le film, le père, il fait un trajet. Parce que, souvenons-nous, au début, quand il était question d'enterrement, lui... Il voulait se faire enterrer en Algérie. Il dit, moi, je ne veux me faire enterrer qu'en Algérie. Il n'est pas question que je me fasse enterrer dans un carré musulman, je ne sais pas, comme vous dites, etc. Or, qu'est-ce qui se passe à la fin ? À la fin du film, il accepte de se faire enterrer en France. Oui, il dit même sous la croix de Savoie. Il dit même sous la croix de Savoie. En direction de la Mecque. Et en direction de la Mecque. C'est comme, voilà, il a réconcilié tout ça. Au départ, il était crispé. Donc lui-même, il a compris son fils. Qui, lui, ne veut pas planter les arbres. Parce qu'il dit, mais les arbres, moi, ça ne m'intéresse pas. Enfin, ce n'est pas son problème, quoi, les arbres, lui. Son problème, il est dans le truc artisanal, les skis, etc. Voilà, et donc, d'une certaine manière, il se rapproche de son fils. Comme le père, comme le fils aussi, il comprend. Quand il se rend en Algérie au début, il ne comprend pas ces choses-là. Et puis petit à petit, il s'adapte à cette réalité. Et puis il arrive à régler le problème. Donc finalement, ils se rejoignent tous les deux. Et tu avais raison de dire tout à l'heure que c'est aussi une question de génération. D'ailleurs, génération, rappelez-nous le début et la fin du film. Au début, on voit les enfants qui jouent, donc c'est un souvenir de Sam. Voilà. Et c'est un souvenir inspiré directement de la vie du réalisateur, parce qu'il se rendait en Algérie l'été, pendant les vacances, et puis, mais il ne parlait pas arabe. Ils lui disent, ah oui, toi, etc. Et à la fin, on voit aussi... l'enfant, du coup, du personnage principal qui se fait élever par son grand-père. Du coup, voilà. En tout cas, c'est un très beau film, très intéressant, très riche, où la question interculturelle se pose de façon très paradoxale et dans une espèce aussi de synthèse, quoi, heureuse pour les uns et pour les autres. Donc voilà, c'est un film qu'on recommande à nos auditeurs particulièrement. Maintenant, on va passer à un court-métrage. On est bien comme ça. Voilà, oui. De Mehdi Barsaoui. بابا عزيزي بابا عزيزي بابا عزيزي شو جبت لك؟ بنطلوني. هاي تحبها؟ اسمع ما على شرط سألت الياتك صح اما تو لازم تكلموا في التليفون. أقويك انت والله نمس نتاع سياسة. اش خاوي كان نقولوا لهم الحقيقة؟ خلينا كخير. Donc pour un peu présenter aux auditeurs l'extrait qu'on vient de voir, alors en fait c'est tous les Intishkun, c'est-à-dire les tu es qui toi que le grand-père dit dans le court-métrage. Donc vous saurez plus tard un peu pourquoi. Et également la scène finale qui est en fait un dialogue entre le grand-père et son petit-fils qui résume en fait la complicité qu'ils ont entre eux. Voilà. Donc l'idée de complicité, c'est une idée absolument essentielle dans le film. Tout est construit sur cette complicité dont on a compris qu'elle est fondée sur un contrat, précis, avec des règles précises entre le grand-père et son fils. Son petit-fils. Et son petit-fils. Alors, le contrat... Le contrat, c'est le grand-père. Donc, il a, pour situer un peu, il a plein de maladies liées à la vieillesse. Il est hypertendu, il a le diabète et il fait croire qu'il a la maladie d'Alzheimer. Voilà, et donc en fait, au cours du film, donc il est dans la famille de sa fille. Donc il y a son petit-fils, sa fille et le mari de sa fille. Et au cours du film, il se retrouve seul avec son petit-fils dans la maison et il découvre que son petit-fils fume une cigarette. Et à partir de là, donc, il va se créer un lien. Alors, pardon, le grand-père découvre que le petit-fils fume et à cette même occasion, parce qu'après il va lui demander
de fumer, le petit-fils découvre que le grand-père n'a pas la maladie d'Alzheimer. Parce que quand il lui demande une cigarette, il dit « Oui, ce matin ». Il dit « Ce matin, mais tu te souviens ?» Et là, il comprend, il lui a dit « Ah, tu nous as menés en bateau, tous, etc. Tu nous as toujours fait croire que tu avais la maladie d'Alzheimer. » Et c'est à ce moment-là que se scelle, enfin, se signe le contrat, quoi. C'est à ce moment-là qu'ils se mettent d'accord. Toi, tu racontes pas, moi, je raconte pas. Si tu racontes, moi, je raconte. Parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre, d'une certaine manière. Non ? Si, totalement. Tout à fait. Alors, moi, la question, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que je me suis beaucoup posé la question de savoir si au moment où, dans la rue, souvenez-vous, lorsqu'ils étaient dans la rue, et que le petit a découvert que son grand-père, finalement, racontait des histoires, est-ce que le grand-père, vraiment, a oublié de faire semblant d'oublier, ou est-ce qu'il a fait exprès ? Je ne sais pas ce que vous en pensez tous les trois. Est-ce que vraiment, tout d'un coup, il a dit « Ah oui, la cigarette de ce matin », et donc il ne se rendait pas compte d'avoir révélé à son petit-fils sa maladie, ou bien il a enclenché, il a fait exprès pour avoir une complicité. Comment vous l'avez vu ? Non, moi je suis incertain. Hein. Moi je sais pas. Je sais pas quoi penser, mais je sais pas comment vous le voyez. Est-ce que c'était une erreur pour vous ? Non, je pense qu'il a fait exprès. Je pense qu'il fait exprès pour qu'il y ait justement un lien entre eux deux. Ouais. Parce qu'il se sent peut-être seul aussi. Le fait que il a des problèmes avec ses enfants à lui-même, son fils surtout. Oui, il a un fils en marre, on va revenir là-dessus. Et moi, j'ai tendance à penser comme toi. Je sais pas. Moi aussi. Oui. Moi aussi, parce que ça fait... donc on ne sait pas vraiment combien de temps ça fait qu'il ment sur sa soi-disant maladie. Oui. Mais il était très doué pour mentir sur ça et il a très bien réussi à faire croire à tout le monde qu'il avait l'Alzheimer. Je pense pas que juste pour une cigarette, il aurait oublié. Oui, ça veut dire s'il a menti tout ce temps-là, s'il a pu réussir à faire croire à tout le monde qu'il était malade, c'est pas là, sur un truc de cigarette, qu'il va... Moi aussi, je crois, toi, t'as pas l'air tout à fait d'accord avec nous là-dessus, non ? Tu te souviens de ce moment ? Oui, je m'en souviens. Ouais, en fait, je suis pas sûre du tout. Oui. Je suis aussi incertaine, en fait. Je pense un peu des deux. Oui. Parce que c'est vrai qu'au départ, il essaie de se rattraper. Et après, on peut comprendre qu'il a fait totalement exprès parce qu'il lui redemande un médicament. Donc, on se doute bien qu'il a fait exprès de lui tendre une perche, on va dire. Oui, tout à fait. Et justement, pour prouver qu'il a fait exprès, il y a aussi, je viens de me rappeler, le passage où ils sont à table. Et qu'il lui dit justement une tishkoun à sa fille, t'es qui toi ? Et puis après, il parle des médicaments. Et il lui dit, à son petit-fils, est-ce que tu as encore des médicaments ? Oui, contre la toux. Oui, voilà, contre la toux. Oui, ça, c'était leur... Et du coup, la pauvre maman, enfin la mère de l'un, la fille de l'autre, elle était complètement à côté. Elle était complètement exclue de la relation, elle ne comprenait rien. Elle était fatiguée, elle en avait marre, etc. Parce qu'en plus, ne l'oublions pas, ça c'est un autre aspect du film qui est quand même intéressant, même s'il est... Parce que le film, il est construit comme ça, c'est comme des étages. Il y a le père du fils, le mari de Najwa, qui lui... Il n'est pas présent. Il n'est pas présent. C'est un homme qui n'est pas présent, il n'est jamais là. Et quand il est là... sa présence n'est pas toujours très utile, quoi, quand elle ne pose pas de problème. Ça aussi, c'est un problème aussi, parce que c'est un film qui parle de la famille aussi, de la famille moderne, aujourd'hui, en Tunisie. Non ? La femme... Oui. D'ailleurs, elle lui reproche au téléphone de jamais être là, de préférer aller au cinéma plutôt que de l'aider à la maison. Ou au café, oui, c'est ça. Oui. Tout à fait. Au lieu de l'aider à la maison et qui fait rien, et que du coup, elle est seule avec son père et son fils. Ouais. Et du coup, voilà, après le secret entre les deux garçons, on va dire. Oui, c'est ça. Elle se sent c'est bien de lui, parce qu'à la limite, lui, il se comporte comme un enfant. À un moment donné, il lui dit, mais enfin, tu es un enfant. Papa, les médecins te disent, ils n'arrêtent pas de répéter que tu ne dois pas manger, tu continues, c'est pas possible, tu es un enfant. Lui, il devient comme un enfant, et du coup, ces deux enfants, ils deviennent liés. Ils se lient l'un à l'autre un peu contre la mère, quoi. Mais ce lien, il dure jusqu'à la fin, parce que même à la fin, la phrase finale, on est bien comme ça, c'est bon le titre du film, mais c'est aussi ils veulent garder la complicité, ils veulent inclure personne d'autre dans cet esprit de... Oui, mais le film, il n'est pas répétitif, parce que le petit, il a quand même un objectif. Oui, bien sûr. Lié à cette histoire d'oncle.
dont on ne comprend pas très bien pourquoi il est en bisbille quoi, avec son père. Quoi. Parce que l'enfant, il exerce une espèce de chantage sur son grand-père pour l'amener à se réconcilier avec l'oncle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, parce qu'il est question de cet oncle-là, Omar, on ne sait pas trop. J'avais posé la question au réalisateur en Italie, et il disait que c'était explicite au départ. Et ensuite, non, pas en Italie, non, c'était en Tunisie aussi. Ici, il a dit que c'était explicite au départ, il a écrit et tout. Le fils serait devenu islamiste, etc. Et ensuite, il a complètement éliminé cette partie. Quoi. Donc nous, on ne sait pas trop pourquoi. Chacun, il va de son imagination sur les raisons du conflit. D'ailleurs, vous avez vu comment ça se fait au montage. À un moment, il lui dit « Grand-père, je veux te poser une question. » Il lui a dit « Allez, fais vite parce que ma mémoire est courte. » Il lui dit « Qu'est-ce qui s'est passé entre Omar et toi ?» Et lui, il le regarde, cut, on passe à autre chose. Nous, on ne sait pas. Donc, il lui a dit à lui, et nous, on ne sait plus. Parce qu'il y a un travail avec le public. Au départ, nous, on ne savait pas du tout, un peu comme le fils. Ensuite, comme le fils, on a appris que lui... Mais après, le fils et le grand-père, ils nous ont dépassés. Et nous aussi, on était un peu... En retrait, ouais. C'est ça. Donc, il y a la mère qui elle est complètement paumée. Il y a nous qui nous sommes de plus en plus paumés. Et qu'il y a eux, tous les deux, qui avancent à la faveur de cette complicité quoi, dans le film. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il lui dit « Attention, si tu ne te réconcilies pas avec mon oncle, je te dénonce. » Et donc, il y a une scène, vous vous souvenez de cette scène de repas où il dit « Maman, j'ai quelque chose à te dire. » Et tout d'un coup, lui, il coupe, parce qu'il a compris qu'il allait le dénoncer. Il dit à sa fille « Omar, comment il va ?» Ça, c'est une scène. Vous vous souvenez de cette scène ? Oui, et la mère, elle paraît tellement rayonnante d'après cette question. C'est bon. Ouais, tout va bien. Elle était troublée. Elle était complètement troublée. Elle ne s'attendait pas du tout parce que la rupture, manifestement, était très très forte entre eux. Tout d'un coup, le grand-père, il commence à me demander des nouvelles. Alors elle s'affole, elle dit « Ah oui, ça va, tu veux qu'on l'appelle ?» Je dis « Non, j'ai posé juste une question, ça s'arrête là. » Du coup, quand elle se retourne vers son fils, elle lui dit « Bon, alors, c'est quoi, qu'est-ce que tu voulais me dire ?» Il lui parle de cours particuliers, je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est très, très sympa. Il y a un jeu avec le spectateur qui est quand même extrêmement intéressant. Mais moi, au-delà de ça, je voudrais, je ne sais pas, avoir votre avis là-dessus. Il me semble qu'il y a quand même un discours sur la vieillesse et les médicaments dans le film. Je ne sais pas si vous l'avez senti comme moi. Parce qu'on n'a pas le même âge, forcément. mais j'ai senti rappelez-vous, à un moment donné, quand il dort. Ah oui, il pousse tous les médicaments par terre avant d'aller se coucher. Il fait tomber tous les médicaments dans une séquence absolument extraordinaire, quoi. Cette séquence où il fait... Et puis elle rentre, elle regarde, et puis elle remet les médicaments à leur place. Ça, c'était... Mais il le dit après, au petit-fils, à propos, parce que quand même, il a plein d'excès de régime. Il fait des choses qui sont totalement contraires quoi, aux recommandations du médecin. Et puis il lui dit, mais grand-père, quand même, il ne faut pas faire ça. Et qu'est-ce qu'il lui dit, lui ? Et à un moment, par rapport à la vie, il dit, mais moi, je veux vivre. Oui. Ouais, je veux vivre, je veux prendre plaisir, quoi. Donc ça pose la question des médicaments qui prolongent la vie, mais qui la prolongent quand même d'une manière un peu... Vous l'avez pas senti, ce truc-là, sur cet aspect-là, sur sa fatigue, enfin il en a marre, quoi, des médicaments. À quoi ça sert ? Il dit à quoi ça sert de vivre si on va se priver de tout ? Si, d'ailleurs, il nous fait comprendre qu'il sait qu'il va mourir un jour ou l'autre. Et en fait, la scène que j'ai adorée, moi, c'est vraiment quand il est dans son lit le soir, que tout est éteint et qu'il a son paquet de chips, je pense, de friandises. Oui, et qu'en fait, il fait vraiment tout comme un enfant, alors que c'est quand même une personne âgée, alors on s'attend peut-être un peu de sagesse ou quelque chose comme ça. Et au final, en fait, il est vraiment comme un enfant et il entend du bruit, il arrête, puis dès que le bruit part, il recommence. Oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est très touchant comme scène parce qu'elle en dit long aussi sur la vie, le plaisir qu'on peut prendre à l'instant sans réellement penser au lendemain. Parce que lui, vous vous souvenez, quand il a pris ce sandwich-là avec du piment, c'était quand même incroyable, quoi. Le lendemain, il n'en pouvait plus, quoi.
Ouais, ouais. Alors, on va peut-être finir sur quelque chose qui me paraît, moi, important, évidemment, mais c'est quelque chose qui est lié aussi au cinéma tunisien. Il faut rappeler que l'acteur qui joue le rôle du grand-père est un cinéaste lui-même, un grand cinéaste tunisien qui a marqué l'histoire du cinéma tunisien dans les années 80, qui s'appelle Nouri Bouzid. Et ça, c'est intéressant parce que ce jeune cinéaste, qui est jeune, très jeune, hein, il fait vraiment partie des tout jeunes Mehdi de Barsaoui, il fait appel à la génération, non pas de son père, mais de son grand-père, Nouri Bouzid étant le grand-père, on va dire, symbolique du cinéaste. Et là, c'est ça qui donne au film sa valeur, son charme, son intérêt. C'est parce que, en même temps qu'il raconte une histoire réelle de filiation, de fils avec son grand-père, eh ben lui, en tant que cinéaste, il fait un film aussi où il rend hommage d'une certaine manière au grand-père que serait Nouri Bouzid, qui est cinéaste. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Quand j'ai eu le plaisir de l'interviewer, en fait, je lui ai posé cette question. Oui. Et en fait, il m'a répondu que c'était pas du tout volontaire. Oui. Et je trouve qu'en fait, ça donne encore plus de charme au fait que même si c'était pas voulu, en fait, c'était presque déjà écrit. En fait, on voit cette complicité entre ce grand-père et ce petit-fils, et ce réalisateur et un réalisateur qui aurait peut-être l'âge d'être son grand-père. Et je trouve que sans le vouloir, en fait, il a donné un sens hyper profond. Oui, tout à fait, comme dans les grandes œuvres de création, ça se passe comme ça. Enfin, quand on pose souvent des questions comme ça aux cinéastes, ils disent oui, moi je n'ai pas pensé, c'est venu comme ça. Nouri Bouzid, j'ai rencontré en fait en Jordanie, à l'occasion de je ne sais quel concours, je ne sais pas quoi. Il lui a dit, tu as un scénario, tu prépares un film. Dans le scénario, Nouri Bouzid lui dit, mais il faut absolument que je joue. Ce rôle-là, il est pour moi. Bon, c'est une coïncidence, évidemment, mais s'il l'a accepté et s'il a travaillé sans penser comme nous, et parce que nous, on est quand même des critiques de cinéma, n'est-ce pas? Voilà. Et sans avoir pensé, mais c'est là, le fait est là. C'est pas parce que lui, il n'y a pas pensé que, et comme tu le dis si bien, ça donne d'autant plus de charme et de valeur à cet aspect-là que lui, il n'a pas pensé, quoi. Il n'a pas voulu. C'est arrivé comme ça, presque spontanément. Il disait même, le réalisateur, quand on l'interviewait, il disait même qu'il avait un peu peur de justement être surveillé par ce grand-père spirituel. Oui. Parce qu'il disait, j'avais peur qu'on soit deux réalisateurs sur le plateau et que moi je m'écrase à côté du grand réalisateur. Au final, il disait que ça s'était bien passé, qu'il avait laissé complètement la place. Et c'était comme une épreuve, finalement. Ouais. Parce que vous imaginez, le grand Nouri Bouzid, il est encore plus important que son père, parce que le père de Mehdi, il est cinéaste aussi, ne l'oublions pas, c'est un fils de cinéaste. Et même le père de Mehdi, il considère Nouri Bouzid comme vraiment maître, quoi. Donc le fait de se confronter à un grand maître comme ça, c'est une manière aussi pour lui, tout en s'approchant de lui, de s'affirmer en tant que cinéaste. Et Nouri Bouzid a joué le jeu, qui n'est pas, je dois le dire, le connaissant très très bien, l'ayant accompagné dès son premier film, n'est pas facile du tout. Mais il a dit qu'il était très 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 bien, quoi. Donc voilà, c'est une histoire finalement de filiation à tous les niveaux, au niveau de l'histoire proprement dite, mais aussi au niveau de l'histoire du cinéma tunisien. Voilà. Je trouvais que c'était un film très complet. Il était vraiment complet, il était vraiment... c'était touchant parce qu'on était touché par l'histoire, par tout ça. Et puis même quand on le voyait d'extérieur, justement, avec le réalisateur, c'était vraiment un travail presque soudé. Ils étaient tous ensemble et c'était un beau film, un bon moment même passé. Il était court, c'était un court métrage, mais il était bien complet, je trouve. Voilà. Bon, merci à vous trois. Merci à toi. Merci à toi, oui. Voilà, donc on peut conclure cette émission en vous souhaitant une très bonne soirée et en vous recommandant de voir ces deux films en particulier. C'est ça. Merci beaucoup Tahar de nous avoir un peu présenté ces films à nos auditeurs. Maintenant, nous vous proposons de vous plonger dans la vie d'un jury lycéen durant la semaine. Et je ne vous dis rien de plus et on va écouter ça. Bon, voilà, c'est mon premier journal de bord. Du coup, moi c'est Kenny.
Je suis lycéen au lycée Charles de Gaulle d'Apt, et ça y est, j'ai la chance de devenir critique de film. J'aurai l'occasion d'élire le meilleur court-métrage. C'est ma première édition du Festival de cinéma d'Afrique et je suis déjà tout excité à l'idée de rencontrer des réalisateurs, des acteurs, de voir de nombreux courts-métrages et de vivre cette expérience incroyable. Pour moi, le cinéma, ça a toujours été quelque chose de grandiose. Que ce soit à Hollywood, ou même à Bollywood, ou encore à Nollywood. Par rapport à ces films africains, de par mes origines, ici guadeloupéenne, je me sens connecté, ouais. Je me sens complice de ces films africains, en tant qu'originaire de pays noirs. Je me rappelle de mon enfance en Guadeloupe, mais peut-être à cause de certaines photographies que j'ai pu voir. Une où je suis dans une baignoire, où ma grand-mère me lave. Contrairement à Nirine de Joshua Oates, mes parents n'auraient jamais pu m'abandonner. Ils seraient toujours restés là auprès de moi. En tout cas, je l'espère. J'admire sincèrement tous ces pays. J'ai l'impression qu'ils sont en autosuffisance, qu'ils n'ont pas besoin d'être riches pour être heureux. J'ai l'habitude de m'imaginer au bord de la plage, ouais, avec des arbres à ananas, des bananiers, manger, boire à même la cueillette. Différents films m'ont d'ailleurs interpellé par rapport à tout ça. Comme Aya lave à la plage d'ailleurs, qui, dès la fin du film, semble être heureuse avec son ami et ce simple sandwich. Elle part, heureuse, le sourire aux joues. En tant que jury court-métrage, membre du jury court-métrage, dès l'annonce du palmarès, j'ai une certaine nostalgie de rompre ce lien qu'il y avait entre mon enfance et ces cinémas d'Afrique. C'est également la fin de ces opportunités d'aller voir des films gratuitement. Principalement, cette expérience m'aura permis de m'élargir l'esprit et aussi de sortir des stéréotypes. Je pourrais le montrer par rapport à mon engagement. Et j'ai été très heureux de participer également à cette web radio et d'avoir pu rencontrer des gens aussi intéressants qui ont une ouverture d'esprit énorme et qui ont un cœur gros comme ça. Donc merci à Kenny pour ce moment, de nous faire part de son expérience au sein du jury court-métrage. Et à présent, c'est malheureusement la fin de notre émission. Alors je remercie Nathalie Nambo d'avoir accepté notre invitation, ainsi que nos auditeurs de nous avoir suivis durant tout le festival. Je remercie évidemment toute l'équipe du festival ayant permis la création de cette web radio. Et merci également à notre propre équipe radio. Cette propre équipe radio qui est composée de Tristan, Naël, Mélanie, Ilan, Loélia, notre ingénieur son, Jean-Marc, celle qui nous a tout appris, Anouk, ceux qui nous ont aidés pour préparer les interviews, Ager et Tahar. Nous venons d'écouter Kenny et bien sûr moi-même Mathieu, ainsi que Victoire et Luca pour leur soutien moral tout au long de cette semaine épuisante mais amusante. Au revoir. I just came to say that you and your team are doing a fantastic job. I'm very proud of you. Stand by camera 2. When the sun goes away, the big girls come there. Then the man them go crazy. Hold it right there. Stand by camera 3. Keep it there.